Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur l'élan africain. Au sommaire ce dimanche du 28 juillet 2024, le président sénégalais dénonce les inégalités criantes entre les nations du monde. Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé jeudi à Paris lors du sommet du sport pour le développement durable. Un an après le coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, le pouvoir militaire se dit satisfait de son bilan. Le général Abdourahmane Tiani s'est dit déterminé à poursuivre son action. Le président congolais Félix Tshisekedi accuse son homologue du Kenya, William Ruto, d'avoir pris fait et cause pour le Rwanda. Ceci, selon le président congolais, a pour conséquence de paralyser le processus de paix de Nairobi. Bienvenue encore. À la veille de l'ouverture des Jeux olympiques en cours à Paris, qui se sont ouverts officiellement vendredi 26 juillet, il a d'abord été question du sommet du sport pour le développement durable. À cette occasion, la France et le Comité international olympique voulaient donner le coup d'envoi des mouvements qui se veulent inédits pour accélérer d'ici 2030 les objectifs de développement durable des Nations Unies. Les engagements de l'accord de Paris pour le sport et le développement durable ont accueilli le soutien de plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que de dirigeants d'organisations internationales, auxquels le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a donné rendez-vous au sommet de l'avenir en septembre prochain. Ce fut aussi l'occasion pour les dirigeants africains qui étaient présents de livrer leur vision sur les objectifs du développement durable. Ainsi, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a insisté sur les inégalités entre les nations et a réclamé le redressement de la barre dans l'intérêt de tous. Ce sommet qui s'inscrit dans la continuité du pacte de Paris pour les peuples et la planète et la perspective du sommet de l'avenir en septembre prochain à New York nous interpelle sur l'urgence d'œuvrer de façon plus résolue à la réalisation des objectifs de développement durable. Inspirée par l'idéal olympique, notre rencontre devrait sonner le réveil des consciences sur les inéquités persistantes d'un ordre mondial historiquement dépassé. Si nous voulons que les choses changent, il nous faut changer les règles du jeu. Je pense à l'évasion fiscale, aux congés fiscaux abusifs et aux autres flux financiers illicites qui privent nos pays de ressources vitales au financement du développement. Je pense à la question lancinante du traitement juste et équitable de la dette ainsi qu'au système de notation biaisé sur l'évaluation du risque concernant l'Afrique. Je pense aux conditions inéquitables de la transition énergétique, quand certains partenaires interdisent le financement à l'étranger de sources d'énergie fossiles, y compris le gaz, alors qu'ils continuent d'utiliser eux-mêmes des sources beaucoup plus polluantes comme le charbon. Je pense à l'architecture de la gouvernance économique, politique et financière mondiale, héritée de la Seconde Guerre mondiale, dont la composition des organes et le processus de décision ne reflètent plus les réalités de notre temps. À maintes reprises et à juste titre, le secrétaire général des Nations Unies a alerté sur le risque de fragmentation d'un système international obsolète et non inclusif. À l'évidence, un système qui perpétue le statu quo et ignore les besoins légitimes de sa grande majorité crée les germes de sa remise en cause et la recherche de voies alternatives. La mutation du groupe des BRICS en un sud global plus large montre à quel point le système international est contesté et combien il urge de le réformer pour le rendre plus inclusif, plus juste, plus transparent dans l'intérêt compris de tous.
Le président du Kenya a incorporé mercredi l'opposition dans son nouveau gouvernement, nommant 4 ministres issus du principal parti d'opposition dans le but de former une équipe à base élargie qui répondrait aux problèmes de gouvernance soulevés lors des manifestations meurtrières qui sont en cours depuis le mois de juin. Le président William Ruto a nommé le chef de l'opposition, Raila Odinga, dans son nouveau gouvernement, malgré une scission au sein de la coalition d'opposition qui a vu d'autres partis se retirer des pourparlers gouvernementaux. Le président a félicité mercredi les partis politiques pour leur volonté de mettre de côté les positions et les intérêts partisans afin de rejoindre un partenariat visionnaire pour la transformation radicale du Kenya, un geste historique de l'europatriotisme. Raila Odinga, qui avait précédemment appelé à des pourparlers pour calmer les troubles, a nié mardi les allégations selon lesquelles il aurait été soudoyé pour rejoindre Ruto dans la formation d'un gouvernement à base de la régie. Il a exprimé son soutien aux manifestants, ajoutant qu'il n'y aurait de dialogue qu'une fois que le président aurait adhéré aux demandes des protestataires. Le secrétaire général de son parti a déclaré mardi dans un communiqué qu'il n'y avait pas de négociation en cours pour rejoindre l'administration Ruto et que tout membre cherchant un poste de ministre devait savoir qu'il contrevenait à la position du parti. La coalition de l'opposition ne mène pas les manifestations et qui sont menées par des jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour se mobiliser. Mais il a soutenu les manifestants, affirmant que les problèmes de mauvaise gouvernance de la part du président Ruto étaient conformes aux propositions faites par l'opposition au gouvernement lors de précédentes contestations dirigées par l'opposition. William Ruto a promis d'apporter des changements au sein de son gouvernement, notamment en sévissant contre les fonctionnaires corrompus et ceux qui font preuve d'opulence dans un contexte de crise du coût de la vie. La militante Yanifa Adeni a écrit sur X, c'est une des manifestantes: « Nous sommes la nouvelle opposition », déclarant par là que ce qui était considéré comme opposition maintenant est lié au gouvernement. Au moins 50 personnes sont mortes et 413 ont été blessées lors des manifestations depuis le 18 juin, selon la Commission nationale des droits de l'homme au Kenya. En Ouganda, un tribunal d'instance a inculpé au moins 42 jeunes pour des infractions qui auraient été commises mardi lors d'une manifestation interdite contre la corruption et les a placés en détention provisoire. Les manifestants ont défilé mardi dans différentes rues de la capitale Kampala, criant des slogans et brandissant des pancartes dénonçant la corruption des parlementaires. Au moins 42 des manifestants ont été inculpés et placés en détention provisoire lorsqu'ils ont comparu mardi soir devant un tribunal d'instance de Kampala, comme l'a déclaré mercredi Bernard Oundo, président de l'Association des avocats de l'Ouganda, qui dirigeait une équipe d'avocats représentant les suspects, les avocats de la défense. Les accusations portaient sur diverses infractions, notamment le fait d'être oisif et désordonné, et de nuisances communes selon l'acte d'accusation présenté au tribunal. Ils ont plaidé non coupables et ont été condamnés à revenir devant le tribunal à différentes dates entre le 30 juillet et le 6 août. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch, basée à New York, a déclaré que ces arrestations démontraient le manque de respect du gouvernement du président Yoweri Museveni pour le droit du peuple à manifester et à s'exprimer. Au lieu d'être arrêtés et empêchés de manifester,
Ces personnes auraient dû avoir une tribune et être écoutées, a déclaré Orien Nyeko, chercheur principal d'Afrique à Human Rights Watch. Les dirigeants de l'opposition et les militants de droits de l'homme affirment que le détournement et l'utilisation abusive des fonds publics sont répandus en Ouganda. Ils accusent depuis longtemps le président Yoweri Museveni de ne pas avoir poursuivi en justice les hauts fonctionnaires corrompus qui lui sont politiquement loyaux ou qui lui sont liés. Le président a nié à plusieurs reprises cautionné la corruption et a déclaré que chaque fois qu'il y avait suffisamment de preuves, les coupables, y compris les députés et même les ministres, étaient poursuivis. Avant la marche de mardi, l'armée et la police se sont déployés massivement dans toute la ville pour tenter de dissuader la manifestation. Au Niger, les autorités ont fêté un an de pouvoir du général Tiani. Vous savez qu'il a fait son coup d'État avec ses compagnons le 26 juillet 2023. À cette occasion, le général Tiani a commencé par justifier le coup d'État qu'il a dirigé il y a un an par les menaces existentielles qui pesaient sur le pays, à commencer par ce qu'il appelle les obscurs rivages du terrorisme, en dépit du placement du pays sous tutelle des bases militaires étrangères. Le général Abdourahmane Tiani a également cité le pillage des ressources attribuées au régime déchu, présenté comme vassalisé par l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France. Pour répondre à ce qui est présenté comme l'immense espoir suscité par ce coup d'État, le général Tiani affirme avoir lancé la refondation du pays autour de 4 axes: le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production et l'accélération des réformes sociales. Le président du CNSP affirme avoir pour cela tiré les leçons de l'impact des sanctions illégales, iniques et inhumaines d'une CEDEAO aux ordres. Nous écoutons le général Abdourahmane Tiani. Le pillage de ressources, le passe-droit et le bâillonnement des libertés fondamentales constituaient le brevet du régime déchu, malgré la facette démocratique affichée et vantée par l'ancienne puissance coloniale pour compenser la vassalisation du régime. Victime de cette situation, notre peuple a adhéré à la nouvelle marche imprimée par le CNSP, transformant le coup d'État en un vaste mouvement de libération nationale et de reconquête de la dignité populaire. Cette défiance vis-à-vis du régime déchu, combinée à la menace et aux sanctions iniques imposées par la CEDEAO, a entraîné le rejet de toute influence extérieure par les Nigériennes et les Nigériens. Au plan national, le changement a engendré un élan patriotique sans précédent, expression des aspirations profondes de nos populations à la liberté, à la dignité et à la souveraineté nationale. C'est conscient de l'immense espoir suscité par les événements du 26 juillet 2023 et pour être en symbiose avec les aspirations populaires que le CNSP s'est engagé sous ma direction, d'une part à la refondation à l'intérieur du pays et d'autre part à la construction de l'Alliance des États du Sahel dans notre voisinage immédiat. Notre ambition pour le Niger se décline, comme vous le savez, autour de 4
axes, à savoir le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale, la promotion de la bonne gouvernance, le développement des bases de production et enfin l'accélération des réformes sociales. Sur le plan de la défense, le général Tiani a monté en puissance, a déclaré que la montée en puissance de nos forces sur le théâtre des opérations ne fait plus aucun doute, estime-t-il. Dans la lutte contre le terrorisme ou contre le grand banditisme, nos forces de sécurité engrangent des succès, a-t-il encore martelé, tout en rendant hommage aux lourds sacrifices consentis par les soldats nigériens. Le général Tiani a promis de poursuivre le renforcement des capacités des forces armées avec l'acquisition des moyens requis. Estimant que la conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales, le général Tiani a cité le lancement d'un programme d'irrigation et l'engagement des autorités à utiliser prioritairement les personnels et entreprises locales dans l'exploitation des ressources naturelles. Toutes ces sociétés minières ou pétrolières se verront retirer son permis si elles violent les dispositions légales, a également affirmé le général Tiani, en prenant plusieurs exemples, dont celui d'Imouraren, et de promettre le lancement prochain d'une raffinerie de pétrole et d'un complexe pétrochimique à Dosso. La Cour militaire de Kinshasa, en République démocratique du Congo, a poursuivi jeudi 25 juillet l'examen de l'affaire Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et dirigeant politique du mouvement politico-militaire Alliance du fleuve Congo, AFC, ainsi que 24 prévenus poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnaire et trahison. Les 5 prévenus présents ont été entendus. Premier à être appelé à la barre, Eric Nhouva Malembe a affirmé devant les juges qu'il n'avait pas trahi son pays, mais cherchait à instaurer une démocratie. Il a dénoncé le pillage du trésor public et remis en question la bonne gouvernance actuelle, expliquant que la FC avait été créée dans ce but. Il a également expliqué que ses activités de commerçant et la possession de 3 carrés miniers dans le Haut-Uélé avaient permis de financer la création de l'AFC, soulignant que lui et Corneille Nangaa n'étaient pas démunis et avaient utilisé leurs propres moyens pour cette initiative. Nikes Samafou Makino est notre prévenu, a nié être membre de l'AFC. Il a affirmé avoir reconnu Corneille Nangaa lors de la promotion d'un projet de centrale hydroélectrique. Interrogé sur ses liens avec les autorités rwandaises, il a simplement évoqué une collaboration avec une société rwandaise pour un projet de barrage à Rubavu, dans le nord-ouest du Rwanda. Accusé d'avoir reçu une mission de la part de Corneille Nangaa de recruter les autorités militaires pour l'AFC, Samafou Makino a défendu l'usage des fonds reçus du coordinateur de l'AFC, disant que ces 120 000 $ étaient destinés à des études de faisabilité d'une centrale hydroélectrique dans la province d'Iwo-Uélé. De son côté, le ministère public prétend cependant que ces fonds ont été utilisés pour recruter des responsables militaires et de la police. Les prévenus ont fait des révélations sur les activités de l'AFC dans certains pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Devant les juges, Eric Nhouva Malembe a expliqué qu'après la création de l'AFC au Kenya, lui et Corneille Nangaa se sont rendus en Ouganda.
Il a affirmé qu'ils logeaient dans des appartements mis à leur disposition par le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni. Le prévenu Kangia Nyamacho Mikrobe a déclaré avoir rencontré deux fois Corneille Nangaa à Kigali en présence de personnes de nationalité rwandaise. Très critique à l'égard des autorités de Kinshasa, il a expliqué qu'à Kigali, il avait participé à une réunion où Corneille Nangaa avait réuni des représentants des communautés congolaises du sud de Kivu, leur assignant la mission de faire adhérer les groupes armés de ces communautés à l'Alliance du fleuve Congo. Et notre prévenu a révélé que l'AFC de Corneille Nangaa s'appuyait militairement sur deux groupes armés, le M23 au nord Kivu et Twirwaneho au sud Kivu. Il a également indiqué que la mission de l'AFC n'était pas simplement de prendre Goma, mais de progresser jusqu'à Kinshasa pour renverser le pouvoir de Félix Tshisekedi. En parlant justement des efforts diplomatiques pour mettre fin à ce conflit à l'est de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi s'est confié cette semaine à la chaîne d'information Brookings et il a déclaré que le processus de paix est actuellement dans l'impasse, mettant la responsabilité sur le dos de son homologue kenyan, William Ruto. Nous écoutons le président de la République démocratique du Congo. Il y a eu deux processus qui se sont dessinés, celui de la région même de l'Afrique de l'Est, qui avait été impulsé par l'ex-président Uhuru Kenyatta, qui malheureusement a été géré ensuite par le nouveau président William Ruto, et qui a très très mal géré parce qu'aujourd'hui nous n'avons plus du tout... Ce processus est quasiment mort, à part le fait que le facilitateur désigné Uhuru Kenyatta est resté. Il a gardé quand même ce pouvoir, mais le processus est quasiment mort parce que le président Ruto a pris fait et cause pour le Rwanda. Donc, je ne vais pas en dire plus. Et puis, il y a l'autre processus, celui de Luanda, qui est issu, lui, de l'Union africaine. Donc, il avait désigné le président Lorenzo comme facilitateur. Et nous en sommes là aujourd'hui. Malgré le fait que ce processus a à plusieurs reprises défini un chronogramme de retrait, de cessez-le-feu, retrait et ensuite résolution de la crise, le Rwanda n'a jamais rien respecté. À chaque fois, il signait cet engagement, mais il faisait le contraire. Et nous en sommes là pour le moment. Nous espérons évidemment qu'avec l'implication récente des États-Unis, qui vraiment ont été le pays qui a le plus, qui s'est le plus impliqué dans cette crise, ben nous espérons arriver à des solutions. Au moins 157 personnes ont été tuées dans des coulées de boue dans une région reculée de l'Éthiopie, frappée par de fortes pluies selon les autorités locales. De jeunes enfants et des jeunes femmes enceintes figuraient parmi les victimes des coulées de boue dans le district de Kensho-Shasha, Godzi, dans le sud de l'Éthiopie, comme l'a déclaré Dangmavi Ayele, un administrateur local. Le nombre de morts est passé de 55 lundi à 157 mardi et à 257 mercredi, alors que les opérations de recherche se poursuivaient dans la zone, selon Kasahum Abayem, chef du bureau de communication de la zone de Gofa. La zone de Gofa est la zone administrative où se sont produites les coulées de boue. La plupart des victimes ont été ensevelies dans une coulée de boue lundi matin, alors que les secouristes cherchaient sur le terrain escarpé
les survivants d'une autre coulée de boue la veille. Au moins 5 personnes ont été tirées vivantes de la boue, a déclaré l'administrateur local. Il y a des enfants qui serrent dans leurs bras des cadavres ayant perdu toute leur famille, y compris leur mère, leur père, leurs frères et leurs sœurs, à cause de l'accident, a-t-il déclaré. Les glissements de terrain sont fréquents pendant la période des pluies en Éthiopie, qui a commencé en juillet et devrait durer jusqu'à mi-septembre. Les États-Unis ont invité l'armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide FSR à des pourparlers de cessez-le-feu sous la médiation américaine qui débuteront le 14 août en Suisse. C'est ce qu'a déclaré mardi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le chef de FSR, Mohamed Hamdan Dagalo, a déclaré mercredi matin qu'il participerait de manière constructive au pourparlers pour parvenir à un cessez-le-feu global à travers le pays et faciliter l'accès humanitaire à tous ceux qui en ont besoin. Nous y réaffirmons notre position ferme, qui consiste à insister sur le fait de sauver des vies, de mettre un terme au combat et d'ouvrir la voie à des solutions politiques pacifiques et négociées qui ramènent le pays à un régime civil et à la voie d'une transition démocratique, a déclaré M. Dagalo. Les pourparlers incluront l'Union africaine, l'Égypte, les Émirats arabes unis et les Nations unies en tant qu'observateurs, selon le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. L'Arabie saoudite sera co-hôte des discussions, a ajouté Anthony Blinken. L'ampleur des morts, des souffrances et des destructions au Soudan est dévastatrice. Ce conflit insensé doit prendre fin, a déclaré Blinken, appelant les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à assister aux pourparlers et à aborder de manière constructive les questions qui les opposent. La guerre au Soudan, qui a éclaté en avril 2023, a contraint près de 10 millions de personnes à quitter leur foyer, déclenché des crises de famine et des vagues de violence à caractère ethnique, imputées en grande partie au FSR. Les pourparlers de Jeddah entre l'armée et les FSR, parrainés par les États-Unis et l'Arabie saoudite, ont échoué à la fin de l'année dernière. Le porte-parole du département d'État, Matthew Miller, a déclaré mardi aux journalistes que l'objectif des pourparlers en Suisse était de s'appuyer sur le travail réalisé à Jeddah et d'essayer de faire passer les pourparlers à la phase suivante. Nous voulons simplement ramener les parties à la table de négociation et ce que nous avons déterminé, c'est que rassembler les parties, les 3 pays hôtes et les observateurs est la meilleure chance dont nous disposons actuellement pour obtenir la cessation de la violence à l'échelle nationale, a déclaré Matthew Miller. Mesdames et messieurs, nous sommes maintenant à la fin de l'édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 28 juillet 2024. Je vous en rappelle simplement les grandes lignes. Le président sénégalais dénonce les inégalités criantes entre les nations du monde. Bassirou Diomaye Faye s'est exprimé jeudi à Paris lors du sommet du sport pour le développement durable.
Et non après le coup d'État militaire au Niger, le coup d'État du 26 juillet 2023 qui a renversé le pouvoir du président Mohamed Bazoum, le pouvoir militaire putschiste se dit satisfait de son bilan. Le général Abdurrahman Tiani s'est dit vendredi déterminé à poursuivre son action. Le président congolais Félix Tshisekedi accuse son homologue du Kenya, William Ruto, d'avoir pris fait et cause pour le Rwanda, ce qui, pour lui, paralyse le processus de paix de Nairobi. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition d'Afrique Hebdo de ce dimanche 28 juillet 2024. Je vous retrouve dans 2 semaines. On va prendre 2 semaines de vacances et puis on se retrouve avec plaisir le 18 août 2024. D'ici là, je vous souhaite une agréable semaine et de très bonnes vacances. Au revoir.